Déjà, nous avons présenté la Côte d'Ivoire, qui n'est malheureusement pas assez connue et c'est dommageable. Même en période de Covid, la Côte d'Ivoire a quand même performé en moyenne aux alentours de 3 à 4% de PIB, GDP par an. Dans le secteur de la production animale, il y a des disponibilités pour faire des deals dans ce sens. Aujourd'hui, nous importons de la viande de porc venant du Brésil, mais pourquoi pas des États-Unis. Beaucoup d'erreurs ont été, en termes de communication, ont été diffusées dans l'opinion publique, souvent américaine, par l'un des candidats, en l'occurrence celui du PDCI, M. Thiam. Il faut le dire tel quel. Chaque pays, de façon régulière, est souverain dans ses choix opérationnels, dans ses choix démocratiques, dans ses choix selon ses constitutions. Ce serait surprenant que la plus grande démocratie du monde veuille exceptionnellement demander qu'il y ait une contorsion sur la régulation démocratique en Côte d'Ivoire à travers les textes qui est dans le texte fondamental. Traditionnellement, la Côte d'Ivoire accepte tout intérêt de contrôle de son processus électoral, si tant est que la requête y est faite. Et aussi, la Côte d'Ivoire aussi souvent peut requérir des observateurs pour faire le contrôle de son processus électoral. Merci de nous accorder ce temps. Nous vous trouvons ici à Washington, D.C. Comment vous allez, hein? Ouais, très bien, merci beaucoup. J'espère pour vous aussi. Ça va très bien, merci. Alors, Monsieur le ministre, ce que j'aimerais beaucoup plus commencer, c'est de savoir quel est l'objectif de votre voyage ici à Washington? Écoutez, nous sommes, vous le savez très bien, dans un monde qui change énormément. Nous avons une nouvelle administration ici au niveau de Washington et la Côte d'Ivoire n'est pas sans ignorer ces différentes évolutions. Et puis aussi, nous avons aussi en Côte d'Ivoire et surtout en Afrique de nouvelles générations avec de nouvelles attentes. Et fort heureusement, les attentes ou l'orientation donnée par l'administration Trump match très bien avec notre vision des choses, c'est-à-dire véritablement mettre au cœur de l'action de gouvernance les attentes du secteur privé. Et c'est en cela que je suis venu rencontrer le secteur privé pour dire aux Américains que depuis très longtemps, la Côte d'Ivoire est prête pour le business, mais malheureusement, étant donné que c'est un pays francophone, il y a une orientation naturelle vers les pays anglophones et nous leur disons que nous avons une nouvelle génération qui est bilingue et qui aujourd'hui est ouverte au business avec les États-Unis. Exactement. Et cette génération-là, on a une grande diaspora aussi ici, bilingue aussi, de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi avoir choisi spécifiquement, toi, quand je lisais, pourquoi l'excellence était là, c'est Washington et Louisiane, je pense, hein? Washington, parce que effectivement, nous avons eu l'opportunité de rencontrer les autorités au département d'État, au département de l'agriculture aussi. Sans oublier certains sénateurs qui sont dans leur rôle d'écoute et de prospective par rapport à la gouvernance et l'orientation du président Trump. Ouais. Maintenant, pour ce qui concerne la Louisiane, c'est mettre le pied à la pâte opérationnelle en rencontrant le secteur privé américain opérationnel au niveau de la Louisiane. Mhm. Et vous parlez déjà des échanges que vous avez déjà eus, hein. Pouvez-vous nous dire un peu en quelques mots peut-être quels ont été ces échanges, hein, avec les responsables américains, notamment, vous avez parlé du département d'État et du département de l'agriculture, un peu en général? Euh, euh, Déjà, nous avons présenté la Côte d'Ivoire,
qui n'est malheureusement pas assez connu et ceci est dommageable parce que la Côte d'Ivoire, il faut le répéter, c'est une constance de GDP depuis 2011 de près de 6% en moyenne par an. Même en période de Covid, la Côte d'Ivoire a quand même performé en moyenne aux alentours de 3 à 4% de PIB, GDP par an. Et donc, vous avez un pays qui est l'un des 10 pays les plus réformateurs et performants au monde, qui est la Côte d'Ivoire, et aussi qui est aussi le premier producteur de cacao au monde, mais qui fut, bien sûr, le troisième producteur de café au monde. Maintenant, je crois que nous sommes un tout petit peu descendus aux alentours de la 6e place. Mais le cashew nut, qui est très aimé par les Américains, la Côte d'Ivoire en est aussi le premier exportateur au monde. Voilà. Sans oublier que nous avons un pays qui aujourd'hui se retrouve être au centre, je veux dire, producteur ou producteur de minéraux critiques. Récemment, il y a une découverte d'une réserve de taille mondiale de coltan en Côte d'Ivoire et aussi une réserve de pétrole pour près de 200 000 barils par jour qui a été découverte aussi au large des côtes de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un pays qui performe d'un point de vue économique, un pays qui est aussi le premier pays économiquement cohérent dans de l'Afrique francophone, non pas des pays francophones, mais aussi qui dispose de 40%, qui est 40% de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la première économie de l'Afrique de l'Ouest avec 40% des possibilités économiques. Donc, un pays prêt pour le business qu'il fallait représenter à l'administration à travers les différents fonctionnaires que nous avons rencontrés, mais aussi pour ce qui est du département de l'agriculture. Nous avons eu aussi des interactions avec notre homologue, le département de notre homologue, pour leur dire que dans le secteur de la production animale, il y a des disponibilités pour faire des deals dans ce sens où aujourd'hui, nous importons de la viande de porc venant du Brésil, mais pourquoi pas des États-Unis. Aujourd'hui, massivement, nos pays en Afrique reçoivent du poisson venant des pays asiatiques, mais pourquoi pas des États-Unis. Aujourd'hui, nous avons un besoin de l'alimentation de nos animaux. Pourquoi pas utiliser le maïs et le soja venant des États-Unis. Et toutes ces opportunités existent, aussi bien dans le secteur agricole que dans le secteur des minéraux critiques. Et sans oublier le mindset nouveau de l'administration ivoirienne qui est celui d'une bilingue, parce que le président Alassane Ouattara, il faut le noter, a fait quand même ses études ici aux États-Unis. Il fut même chauffeur de taxi. Et ça, c'est une anecdote. C'est une anecdote qu'il faut rappeler. Et il fut aussi directeur général adjoint du Fonds monétaire international, le FMI, par ailleurs. Dans le gouvernement ivoirien, vous avez plusieurs ministres qui ont fait les études ici aux États-Unis, donc qui savent qui adoptent l'esprit américain de business. Donc, il est temps que les hommes d'affaires américains s'orientent vers la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays francophone économiquement au niveau de l'Afrique et qui est disponible pour les accueillir. Est-ce que, monsieur le ministre, vous avez eu un feedback positif après avoir rencontré ces autorités américaines? Oui, nous avons eu une très bonne écoute et nous sommes sur la même longueur d'onde. Et d'ailleurs, en plus de ces autorités, nous avons rencontré aussi le secteur privé. Il y a des investisseurs américains qui sont déjà sur le terrain. Vous avez de grosses entreprises, vous avez Cargill, qui sont déjà sur place dans le secteur du cacao, dans le secteur de la recherche minière aussi. On a des établissements américains qui y sont. Et donc, nous escomptons un peu plus de présence américaine en Côte d'Voire. La Louisiane est connue, on l'a dit un peu pour son industrie de pêche et de l'élevage, que vous êtes au courant. Quelle synergie envisagez-vous avec cet État dans ce sens toujours? Oui, vous l'avez dit, nous avons très bien perçu cette opportunité. Certes, nous devons faire le lien au niveau fédéral, mais au niveau des États, pour nous, ça semble assez important pour donner une action pragmatique et opérationnelle à notre approche
pour aller très vite à l'action. C'est ce que nous souhaitons vis-à-vis du secteur privé américain. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons tiré profit de cette expérience de Louisiane, même dans les deux secteurs, aquacole comme élevage. Alors, il y a eu des rencontres, on l'a dit aussi, hein, institutionnelles et politiques. Monsieur le ministre, vous avez rencontré les membres du Congrès américain, hein, et National Democratic Institute, je pense. Quelles ont été les préoccupations majeures soulevées, hein? Des rencontres avec le National Democratic Institute, véritablement, c'est pour faire l'état des lieux de notre démocratie, l'état des lieux de notre actualité politique, qui, il faut le relever, est rassurante. Moi, j'aimerais vraiment insister. Il est bon, effectivement, de le dire, c'est que la Côte d'Ivoire doit passer à travers un processus électoral pour l'élection de son président de la République le 25 octobre de cette année. Et cette élection se passera très bien, de façon inclusive, avec toutes les différentes personnalités qui ont le droit et les capacités de pouvoir compétir. Donc, c'est vrai, nous entendons beaucoup de rumeurs concernant X ou Y candidature, mais j'aimerais juste le relever pour ce qui est du plus pendant. Et beaucoup d'erreurs ont été, en termes de communication, ont été diffusées dans l'opinion publique, souvent américaine, par l'un des candidats, en l'occurrence celui du PDCI, M. Thiam. Il faut le dire tel quel. Et donc, ce dernier, qui, malheureusement, surtout dans un format qui n'est pas le mieux adapté pour lui, puisque il est obligé de faire droit je vais dire, aux attentes de la Constitution. Mais malheureusement, il demande une exception pour pouvoir compétir à cette élection, parce que la Constitution ne lui autorise pas de compétir. Parce que dans plusieurs fois, dans ses sorties politiques, il a parlé de ça. Ah oui, il n'en a pas le droit dans la mesure où, lorsqu'il s'inscrivait sur le listing électoral de la Côte d'Ivoire, il avait la citoyenneté française. Et c'est ce que la Constitution lui a rappelé pour lui dire que sur cette base, vous ne pouvez pas être candidat à cette élection. Nonobstant qu'après, il ait décidé de laisser son allégeance à la France, mais le listing électoral, il est figé depuis déjà plusieurs mois. Donc, vous voulez dire qu'il est en retard? Il est en retard. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il n'a pas pris les précautions à l'avance. Et au final, il est disqualifié. Mais dans son parti politique, une autre personnalité qui avait la double nationalité a cessé son allégeance à la France beaucoup plus tôt. Et donc, il est Et lui, il n'a pas eu de lui problème. n'a pas de problème. Il va aux élections. Donc, c'est quand même un peu paradoxal pour quelle que soit la personnalité, quelles que soient vos capacités, nous sommes tous égaux devant la loi. D'autant plus que cette loi a été adoptée depuis 1961 par le premier président fondateur de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce n'est pas du fait du président Ouattara, ce n'est pas du fait de notre démocratie. Donc, au contraire, la démocratie, parce qu'elle fonctionne, que les personnes qui vivent des situations de déception ne sont pas éligibles à le faire, parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Cela étant dit, il continue quand même des situations exceptionnelles demandées, des crises, mais bon, cela n'est que de l'animation politique objectivement normale à l'avant d'une élection qui est extrêmement importante. Donc, je rassure quand même les amis de la Côte d'Ivoire que cette élection sera inclusive pour ceux qui y ont droit et nous partirons, chacun exprimera son droit de vote. Monsieur le ministre, vous parlez de ces élections. Évidemment, ces échanges ont porté sur la prochaine élection présidentielle aussi, hein, en Côte d'Ivoire. D'après vous, monsieur le ministre, quels ont été les retours de vos interlocuteurs américains? Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Qu'est-ce Écoutez, qu'ils attendent de la Côte d'Ivoire? Ils connaissent pour certains quand même la situation exceptionnelle et sous-régionale, parce que notez que la Côte d'Ivoire est entourée de points d'instabilité et fondamentalement, c'est l'un des pays qui garantit la stabilité sous-régionale. Et donc, de ce point de vue, il y a une certaine sensibilité, une très bonne écoute sur les problématiques qui se passent au niveau de la Côte d'Ivoire. Et cela étant dit, chaque pays, de façon régulière, est souverain dans ses choix opérationnels, dans ses choix démocratiques, dans ses choix selon ses constitutions. Et c'est ce qu'il faut comprendre fondamentalement, parce que ce serait surprenant
que la plus grande démocratie du monde veuille exceptionnellement demander qu'il y ait une contorsion sur la régulation démocratique en Côte d'Ivoire à travers les textes qui est notre texte fondamental qui est adopté depuis 1961. Ceci serait quand même supérieur et aberrant. Et heureusement, ce n'est pas le cas. Donc, en réalité, pour le dire tout net, il y a une très bonne compréhension de la situation désormais à partir de notre parcours, mais aussi une sensibilité sur le contexte sous-régional qui n'exclut pas des tentatives d'interférence de la partie russophone et chinoise sur notre processus électoral. Malheureusement, les différentes coalitions, en tout cas cette coalition qui est dirigée par le président Tidjane Thiam, ici retrouve des conseillers du président Poutine qui sont dans le groupe de cette coalition. Et ceci est quand même à regarder avec beaucoup d'attention, puisque il dirige une coalition qui potentiellement serait à la solde de la Russie. Et en parlant toujours de ces élections, quelle est la position, Monsieur le ministre, du gouvernement ivoirien concernant le rôle des ONG et des observateurs internationaux dans le processus électoral même à venir? Traditionnellement, la Côte d'Ivoire accepte tout intérêt de contrôle de son processus électoral, si tant est que la requête y est faite. Et aussi, la Côte d'Ivoire aussi souvent peut requérir des observateurs pour faire le contrôle de son processus électoral. D'un point de vue local, je n'ai pas en tout cas la situation exacte des institutions internationales, ONG, qui ont demandé à faire de l'observation. Mais je pense que si une requête est faite, automatiquement l'autorisation est donnée. Nous n'avons rien à cacher, c'est une transparence. Exactement, il n'y a même pas d'objection à cela. Maintenant, d'un point de vue local, les ONG ivoiriennes ont aussi la latitude de faire de l'observation d'un point de vue régional, même d'un point de vue national. Ceci est une tradition dans notre processus démocratique et électoral. Donc, ceci existe. Je pense que le processus est en cours et les ONG se sont certainement manifestées dans ce sens. Récemment, Monsieur le ministre, nous avons vu certains chefs d'État africains ici à la Maison-Blanche. Comment qualifiez-vous aujourd'hui, Monsieur le ministre, les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, notamment dans le contexte de la nouvelle administration Trump? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense que la balance commerciale présente quand même un léger déficit à la faveur de la Côte d'Ivoire, et il faut le reconnaître. Ce sont des aspects sur lesquels nous travaillons. Forcément, le gouvernement a entrepris des démarches de discussion avec l'administration Trump pour trouver le meilleur équilibre et à la faveur certainement des États-Unis pour relever cette contribution, cette participation active des investisseurs américains dans notre économie. Ceci est exactement la bienvenue. Je pense même au-delà des aspects économiques, la présence américaine est même très bien perçue à travers le concours apporté à la sécurisation de la sous-région avec Africom, etc. Donc nous apprécions cette contribution, mais aussi même à travers des formations données dans le cadre de notre académie de lutte contre le terrorisme qui est située dans le sud de la Côte d'Ivoire et qui rayonne dans la zone ouest africaine grâce à la contribution très bien appréciée des États-Unis d'Amérique. Alors, en dehors, je pense que vous l'avez aussi dit, en dehors du secteur de ressources animales ou halieutique aussi, il y a d'autres domaines, vous l'avez un peu touché, dans lesquels vous souhaitez intensifier aussi la coopération avec les États-Unis, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que la nouvelle orientation de l'administration Trump nous conduit pour le concours, on va dire, sécuritaire à une réduction de l'intervention sur certains chapitres. Nous l'avons déjà relevé en son temps. Nous avons souhaité que certains chapitres soient maintenus pour la sécurité globale, parce que une Afrique de l'Ouest en sécurité, c'est aussi des États-Unis en sécurité. Et cela est très bien compris
à ce niveau. Donc, au-delà de notre secteur des ressources animales et halieutiques, nous avons l'agriculture végétale qui est un secteur d'investissement, d'intérêt aussi pour les hommes d'affaires américains dans le cadre de l'approvisionnement, je vous l'ai dit, sur les différents intrants, maïs, soja, etc. Même au niveau des infrastructures, nous avons aussi le potentiel qui peut être exploité par le secteur privé américain, sans oublier bien sûr les minéraux. Voilà. Parce que les gens ne le relèvent pas assez. C'est vrai, il y a eu le Ghana, ce pays frère qui dispose d'un énorme potentiel minier, mais selon les études, géologiques, la Côte d'Ivoire dispose de 2 fois plus de capacité en termes de potentiel minier que le Ghana. Donc, aussi bien en or que en pétrole. Voilà, donc c'est véritablement un Eldorado qui était endormi volontairement par le président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, qui, dans son orientation visionnaire, avait demandé et souhaité que le développement initial de la Côte d'Ivoire, à l'aube des indépendances, ne se fasse que sur l'agriculture. Performance qui a été réalisée avec priorité et avec succès d'ailleurs, et qui a ramené la Côte d'Ivoire à un certain niveau, parce que nous avons malheureusement vu certains pays frères qui ont basé leur développement initial sur les minéraux et qui très vite ont dévié pour différentes raisons. Donc, nous avons fait notre parcours, agricole, qui a assuré la sécurité alimentaire basique et créé les fondamentaux de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Donc, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une phase de transition pour faire le démarrage vers une nouvelle économie, le second souffle économique, mais là, cette fois-ci basé sur l'exploitation minérale. Et ce serait dommage que les États-Unis d'Amérique ratent cette opportunité, que la diaspora africaine, américano-africaine, ici aux États-Unis, rate cette opportunité. C'est cette fenêtre, cette opportunité que nous venons vraiment présenter à l'administration Trump, mais aussi à la diaspora américano-africaine ici aux États-Unis. Un très bon segue pour qu'on puisse finir cet entretien. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, et je voulais, d'ailleurs, c'est ma dernière question. Quel message avez-vous pour cette diaspora ivoirienne à l'occasion de votre séjour ici aux États-Unis? La Côte d'Ivoire, nous le disons en interne de façon avec beaucoup de fierté, nous sommes fiers de notre pays, des progrès réalisés pendant toutes ces différentes décennies pour arriver à ce stade de maturité. Et ce pays nous est cher, c'est un pays d'opportunités. Donc, quel que soit notre parcours qui nous a amenés soit aux États-Unis pour notre diaspora ivoirienne, n'oubliez pas votre pays d'origine, parce que les meilleures opportunités que vous pouvez avoir, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, regardez ces opportunités, investissez dans ces opportunités. Et nous avons un dispositif institutionnel qui, de façon cohérente, peut vous orienter vers les projets spécifiques auquel vous pourrez peut-être certainement vous ne pouvez pas penser, mais qui peut vous donner l'opportunité de choisir les projets dans lesquels vous voulez investir en cohérence avec le plan national de développement qui a été développé par la Côte d'Ivoire, qui nous donne une perspective de développement à un certain horizon qui est 2025 pour la dernière édition et qui sera 2030 pour la nouvelle édition qui est en train d'être formulée. Et donc, c'est extrêmement important que cela soit su. Et c'est le Centre ivoirien de la promotion des investissements, le CPC, qui en a la charge. Mais les investissements directs sont possibles. Les investissements aussi, à travers un partenariat avec l'État en PPP, sont possibles. Voilà. Donc, autant de ventailles d'interventions qui existent pour cette diaspora ivoirienne qui veut investir en Côte d'Ivoire, mais aussi qui existent pour les autres intérêts américains spécifiquement. Donc, c'est vraiment un monde d'enjeux, mais à l'attention de la diaspora ivoirienne, regardez votre pays parce que c'est là-bas que se passe l'avenir de l'Afrique. Monsieur le ministre Sidi Thiaoko Touré, je rappelle que vous êtes ministre des Ressources animales et halieutiques. Merci infiniment pour le temps que vous avez accordé, monsieur le ministre. Merci beaucoup à vous.